La Chine a lancé ses grandes manœuvres autour de Taïwan suite à la visite de Nancy Pelosi sur l'île, des exercices militaires d'une ampleur inédite. Inquiétude autour de la centrale de Zaporijia détenue par les forces russes depuis début mars. Le directeur général de l'AIEA craint un accident nucléaire. Canicule et sécheresse record affectent aussi les vignobles. Dans le sud-ouest de la France, certains ont recours à une pratique très rare, voire interdite pour la vigne, l'irrigation. Une nouvelle éruption volcanique a commencé ce mercredi en Islande. La lave qui s'écoule attire de nombreux curieux. Ce sont les plus importantes manœuvres militaires menées par la Chine autour de Taïwan. Une démonstration de force inédite en réaction à la visite sur l'île de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Les exercices de l'armée chinoise ont débuté ce jeudi et se poursuivront jusqu'à dimanche. Ils visent à simuler un blocus de l'île. Ces manœuvres à munitions réelles vont fortement perturber le trafic commercial dans ces eaux très fréquentées. En outre, certaines zones empiètent sur les eaux territoriales taïwanaises, dénonce aussi Taipei. De son côté, Pékin pointe la provocation américaine. Les exercices militaires menés par l'armée chinoise sont une mesure nécessaire et juste pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale en réponse aux provocations majeures de certains politiciens américains et des forces indépendantistes de Taïwan. Le déplacement de Nancy Pelosi sur ce territoire revendiqué par la Chine n'aura duré que 24 heures. Mais elle est la plus haute responsable américaine à se rendre à Taipei depuis 25 ans. Washington souligne que cette visite n'est pas le signe d'un changement de politique. Il n'y a aucune raison pour Pékin de transformer cette visite en une sorte de crise, a insisté la Maison-Blanche. Nous avons été clairs sur le fait qu'il n'y a aucun changement dans notre politique d'une seule Chine qui est guidée par la loi sur les relations avec Taïwan de 1979. Cela n'a pas changé. Si la visite de Nancy Pelosi a déclenché la fureur de Pékin, selon les analystes, il est peu probable que la situation dégénère vers un conflit armé. La colère des Nations Unies face aux profiteurs de guerre. Le secrétaire général Antonio Guterres a dénoncé la cupidité des grandes entreprises pétrolières et gazières. Il alerte sur les conséquences, notant des signes avant-coureurs d'une vague de révolte économique, sociale et politique qui pourrait n'épargner aucun pays. Il est immoral que les compagnies pétrolières et gazières tirent des profits records de cette crise énergétique sur le dos des personnes et des communautés les plus pauvres et au détriment du climat. Les bénéfices combinés des plus grandes compagnies énergétiques au premier trimestre de cette année sont proches de 100 milliards de dollars. Je demande instamment à tous les gouvernements de taxer ces bénéfices excessifs et d'utiliser les fonds pour soutenir les personnes les plus vulnérables en ces temps difficiles. Le patron de l'ONU rappelle que d'ici la fin de l'année, 345 millions de personnes pourraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire dans 82 pays, soit 47 millions de plus à cause de cette guerre, des pays qui avaient déjà du mal à se relever de la pandémie de Covid-19. Inquiétude autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Depuis que les troupes russes s'en sont emparées début mars, les autorités de contrôle peinent à y faire imposer les règles de sécurité. Le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, lance l'alerte. Pour que toute installation nucléaire fonctionne normalement et en toute sécurité, il y a un certain nombre de principes et de normes qui doivent être respectés, prévient-il. Et quand nous regardons la situation très unique que nous avons à Zaporijia, nous voyons que la plupart d'entre eux, sinon tous, ne sont pas respectés. Raphaël Grossi a lancé un appel urgent à la Russie et à l'Ukraine pour qu'elles autorisent rapidement des experts à visiter le complexe afin de stabiliser la situation et d'éviter un accident nucléaire. En attendant, Moscou tente de freiner Kiev dans sa course à l'armement. Le ministère russe de la Défense affirme avoir détruit plusieurs dépôts d'armes et de munitions. De son côté, l'armée ukrainienne s'est réjouie de l'arrivée des systèmes de roquettes HIMARS fournis par les États-Unis.
Alors que la guerre continue de faire rage, un nouveau rapport d'Amnesty International pointe la responsabilité des deux parties dans la mise en danger des civils. La Russie avec ses frappes de missiles aveugles et l'Ukraine en établissant des bases militaires dans des zones résidentielles peuplées. Ce mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le ministre estonien des Affaires étrangères Urmas Reinsalu, qui s'est engagé à participer à la reconstruction des infrastructures endommagées. Nouvelle flambée de violence dans le Haut-Karabakh où des affrontements entre forces arméniennes et azerbaïdjanaises ont fait 3 morts. Ces violences ravivent le spectre d'une nouvelle guerre après celle de 2020 et menacent les pourparlers de paix alors que les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. La Russie, les États-Unis ou encore l'Union européenne ont appelé à la désescalade. En Irak, les partisans de Moqtada Sadr occupent toujours le Parlement. Le leader chiite a réclamé ce mercredi sa dissolution ainsi que la tenue d'élections anticipées. Le pays est englué depuis plusieurs mois dans une paralysie politique. Les différents partis ne parviennent pas à s'entendre sur la désignation d'un nouveau président de la République ou d'un nouveau chef du gouvernement. Les pays de l'OPEP ont décidé de ne pas ouvrir complètement les vannes du pétrole. Malgré les récentes rencontres de Joe Biden et Emmanuel Macron avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, les pays exportateurs ne produiront que 100 000 barils supplémentaires par jour à partir du mois de septembre. Un chiffre dérisoire qui n'aidera pas à enrayer la flambée des cours. Bienvenue au pays des volcans. Une nouvelle éruption volcanique a commencé ce mercredi près de Reykjavik, la capitale de l'Islande. Le spectacle attire de nombreux curieux passionnés par le tourisme volcanique. Ces visiteurs venus des 4 coins du monde s'émerveillent à la vue de la lave en ébullition et au bruit du grondement lorsque le magma jaillit. Vous avez les cratères qui se sont ouverts, il y a une fontaine de lave qui s'écoule et qui pousse également le sable et la terre devant elle. C'est vraiment spectaculaire, j'aime beaucoup. C'est impressionnant, c'est irréel un peu. Les couleurs, elles sont vraiment flashy, c'est irréel pour moi, c'est trop beau. L'Institut météorologique d'Islande a précisé que l'éruption avait débuté dans la vallée de Meradalir, située à environ 40 km de Reykjavik. L'Islande dénombre 32 systèmes volcaniques actuellement considérés comme actifs. C'est le plus grand nombre en Europe. Le pays connaît en moyenne une éruption tous les 5 ans. Irriguer des pieds de vigne, une pratique en théorie interdite à cette époque de l'année en France. Mais face à la succession des périodes de canicule et surtout face à une sécheresse record, des domaines viticoles ont obtenu des dérogations. C'est le cas ici dans le Bordelais, au château Piccaillou. De jeunes vignes bénéficient depuis juillet d'un arrosage exceptionnel. Les 2 personnes qui sont là ont chacune un tuyau avec au bout une partie métallique qui permet de faire rentrer l'eau à l'intérieur du pied, donc afin de faire en sorte que cette eau ne s'éparpille pas nulle part, mais qu'elle reste bien au cœur du pied, de faire descendre l'eau vraiment le long du tronc pour arriver directement aux racines. Plus fragiles de par leurs racines plus courtes, seules les jeunes vignes âgées de 3 à 8 ans sont irriguées, soit près de 10% de ce vignoble. Si la vigne se plaît dans les climats arides, elle ne peut toutefois supporter une trop forte déshydratation. Ces feuilles jaunes montrent que la vigne se défend et elle va arrêter de nourrir certaines feuilles pour évidemment supporter ce stress hydrique. L'irrigation se fait avec parcimonie uniquement sur les ceps dont la survie en dépend. En outre, peu de viticulteurs sont actuellement équipés pour ce type d'opération. Mais dans les régions les plus touchées par la sécheresse, le recours à cette irrigation pourrait devenir à l'avenir une nécessité.